Écoutez, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. C'est aujourd'hui la conférence Athéna numéro 8, organisée par la 3AED, IHEDN, l'AAT et avec le concours de la société Alcimède. Nous sommes une petite quarantaine d'inscrits. Il y a beaucoup plus de, pardon, une quarantaine de participants. Il y a beaucoup plus d'inscrits, donc j'espère qu'ils vont se connecter dans les minutes qui viennent. Cette réunion est en pure présentiel puisque notre conférencière est sur la Côte d'Azur. Il n'a pas pu se déplacer à l'école militaire. Emma, tu as travaillé pendant 3 ans chez Airbus Défense et Space, et c'est d'ailleurs à cette occasion que nous nous sommes rencontrés aux Émirats. Tu as ensuite travaillé pendant 3 ans et demi au ministère des Armées français, à la DGRIS et à l'OMA notamment. Pendant ces 7 années, tu as eu des fonctions en lien avec le Moyen-Orient, bien sûr, la politique étrangère, les stratégies de sécurité, les politiques d'armement des différents pays. Tu as un doctorat en sciences politiques de l'université Clermont-Auvergne et tu as également un master en relations internationales de la Sorbonne. Bon, maintenant, tu poursuis dans les mêmes domaines, mais dans des structures un peu différentes. Tu es chercheuse à l'université Nice-Côte d'Azur et tu interviens dans un certain nombre d'instances internationales, notamment aux États-Unis, et tu es également intervenante à Sciences Po Paris et à Saint-Cyr. Tu as rédigé de nombreux articles et tu as publié un premier livre sur le Qatar et les Émirats, qui d'ailleurs a reçu le prix de la thèse de l'IHEDN, c'était en 2018. Et je crois qu'il y a un autre livre en préparation qui devrait sortir début 2025, peut-être que tu nous en parleras brièvement. Je terminerai par deux petites consignes pour vous qui êtes à distance. D'abord, pensez bien à couper vos caméras et vos micros pour éviter les interférences. Et pour ce qui est des questions, il est traditionnel que d'utiliser le chat. Et donc, à la fin de la conférence, les questions seront traitées une par une. Donc, puisque j'y ai accès, je pense que vous également, vous les verrez arriver en temps réel. Donc, sans plus d'attendre, je te laisse la parole, Emma, c'est à toi. Merci beaucoup Jean-Claude. J'espère que vous m'entendez tous bien et que le partage d'écran marche bien également. Oui. Merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et merci beaucoup à l'asso 3 AED IHEDN et particulièrement à toi Jean-Claude pour cette invitation. Aujourd'hui, comme vous le savez, on est ici pour parler de la péninsule arabique, des politiques d'armement évolutives. Pour en dire un peu plus, lors de cette conférence, ce qu'on va couvrir, c'est les aspects politiques et économiques du commerce des armes dans la péninsule arabique, du point de vue des importateurs, qui est évidemment un point de vue qu'on connaît un peu moins. Nous aborderons les objectifs que les achats d'armes ont servi au cours de ces dernières décennies pour trois des plus importants importateurs d'armes du Moyen-Orient, à savoir l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Et pour la petite histoire, effectivement, comme Jean-Claude le mentionnait à l'instant, ma thèse de doctorat en sciences politiques portait plus particulièrement sur le Qatar et les Émirats arabes unis, où je regardais l'évolution de leur politique étrangère, politique et d'armement depuis le début des années 90 et qu'est-ce que ça signifiait en termes de relations internationales et qu'est-ce que ça a impliqué, notamment dans les relations bilatérales avec un pays comme la France. Euh, c'est sur ces trois pays que qu'on se concentrera aujourd'hui. Et, euh, et donc, peut-être plus important encore, on explorera comment les tendances changeantes du commerce des armes dans le Golfe ont participé à et accéléré les dynamiques de pouvoir en évolution au Moyen-Orient et bien au-delà. La région du Golfe, la péninsule arabique, c'est l'un des plus grands marchés d'armes au monde depuis un demi-siècle. Par exemple, dès les années 80, les pays en tête mondiale en termes de dépenses militaires par habitant, c'était déjà l'Arabie Saoudite, le Qatar,
Oman, les Émirats arabes unis et Israël. Aujourd'hui, les trois pays sur lesquels nous nous concentrons dans cette conférence figurent toujours parmi les 15 principaux importateurs d'armes sur la période 2019-2023. Comme vous pouvez le voir ici, ça évidemment, vous êtes probablement familier avec ces tableaux. C'est les tableaux du SIPRI, donc le Stockholm International Peace Research Institute, qui a beaucoup de données en accès libre sur les transferts d'armement et les dépenses militaires à l'international. Et donc, vous voyez ici que, on a toujours effectivement l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats dans le top 15 mondial. Ce qui est intéressant, et on y reviendra, c'est que les Émirats, on voit là sur ce tableau, qui sont en position numéro 14 sur les 5 dernières années. Mais en réalité, c'est la première fois depuis bien longtemps qu'ils ont quitté le top 10. Et ça, c'est dû à une nouvelle tendance sur laquelle on reviendra. Comme le souligne le CEPRI, donc on voit sur ce tableau, l'Arabie Saoudite était le deuxième plus grand importateur d'armes au monde sur les 5 dernières années, donc de 2019 à 2023. L'Arabie Saoudite à elle seule représente 8,4% des importations mondiales d'armement, euh, avec une baisse de 28%, on le voit par rapport à la période précédente, donc 2014-2018. Mais il faut savoir que la période 2014-2018 était la période depuis bien longtemps où l'Arabie Saoudite avait le plus importé d'armes. Donc une variante de moins 28% sur la période précédente ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas beaucoup d'importations d'armement. On le voit bien, l'Arabie Saoudite reste deuxième à échelle mondiale. Le Qatar était troisième plus grand importateur d'armes au niveau mondial sur la dernière période, avec une part de 7,6% des importations mondiales et une augmentation assez spectaculaire qu'on peut voir de 396% par rapport à la période précédente. Et ça aussi, c'est un autre point sur lequel on pourra revenir. Euh, Avant de passer à autre chose, je voulais vous montrer un peu plus sur ces tendances, parce que là, ce que vous voyez sur la gauche du slide, c'est la progression du Moyen-Orient par rapport aux autres régions. Donc, on peut voir qu'il y a une légère contraction de l'ensemble du Moyen-Orient par rapport à la période précédente, c'est-à-dire que la période de 2014-2018, le Moyen-Orient représentait 33% des importations d'armement mondial et désormais ne représente plus que 30%. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le même temps, comme vous voyez, l'Asie-Océanie est passée de 41% à 37%. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a l'écart qui se resserre entre ces deux principales régions importatrices d'armement dans le monde. Donc, on constate quand même une importance assez phénoménale de cette région dans son ensemble et en particulier le Golfe. Et donc, pour parler un peu plus du Golfe, je vous ai mis ici, sur ce slide, vous voyez donc les 6 pays du CCG. Alors, le CCG, c'est le Conseil de coopération du Golfe, qui est donc constitué des trois pays dont je parlais, l'Arabie Saoudite, le Qatar et les Émirats arabes unis, mais également Bahreïn, Oman et le Koweït. Et donc là, si vous voyez sur ce slide, on voit bien la progression de la part du CCG dans son ensemble, donc les 6 pays du CCG dans les marchés mondiaux d'armement, où on voit à la bascule des années 90 et jusqu'au milieu des années 2000, il y avait en moyenne, l'ensemble des pays du Golfe représentait en moyenne 9% des importations mondiales d'armement. Vous voyez, ça varie un peu selon les périodes de 5 ans, qui est la manière de délimiter les marchés, enfin l'observation des marchés d'armement enfin, mise en place par le CIPRI. Donc, vous voyez, ce qui est flagrant sur ce graphique à gauche, c'est vraiment la progression. On est passé de, en moyenne, 9% à 20% sur les 10 dernières années, 20% des importations mondiales. Et si vous regardez à présent le graphique qui est sur la droite, là, ça vous montre les variations par année, du coup, plutôt que
que par cluster de 5 ans. Et ce qui est intéressant, à mon sens, sur ce graphique où on regarde vraiment année après année, c'est qu'on voit très nettement un pic, une augmentation assez constante qui commence au tournant des années 2010. Et ça, on va y revenir, mais c'est très lié à l'évolution de ce qui se passe dans la région, évidemment, puisque, comme vous vous en souvenez sans doute, ça correspond en réalité au début du printemps arabe et avec des augmentations de dépenses militaires à ce moment-là. On y reviendra. À l'intérieur du CCG, donc, sur ce graphique, vous voyez plus précisément la répartition entre les six pays du CCG. Et donc là, vous constatez sur l'ensemble des périodes depuis les années 90 qu'on a effectivement une surreprésentation de l'Arabie Saoudite et des Émirats, et surtout sur les 10 dernières années du Qatar, avec les 5 dernières années, ce qui correspond effectivement à ce que je noté sur le tableau du CIPRI une augmentation exponentielle des importations d'armement qatari, dans un contexte évidemment enfin, que sans doute vous connaissez déjà, mais sur lequel on pourra revenir. Ce qui est important de noter ici, c'est que l'importance durable de la région dans le commerce mondial des armes ne doit pas nous faire croire que ça repose sur une réalité inchangée, c'est-à-dire que les déterminants à ces achats d'armement resteraient les mêmes et que, voilà. En fait, pendant un certain temps, le commerce des armes dans la région s'inscrivait dans un accord de type donnant-donnant entre les pays du Conseil de coopération du Golfe et leurs partenaires occidentaux traditionnels, qui permettait en quelque sorte de maintenir la prééminence de ces derniers, des partenaires occidentaux, dans un ordre mondial dirigé par les États-Unis. Et on va revenir sur cette logique de donnant-donnant, évidemment. Mais cependant, comme on va le voir dans cette conférence, les dynamiques ont largement évolué et en fait, ces achats d'armement sont de plus en plus devenus un moyen d'influence et de pouvoir pour les pays du Golfe, parfois même en contradiction avec les intérêts de leurs fournisseurs et garant de sécurité historique. Donc aujourd'hui, en réalité, à travers une diversification des partenariats et la création d'industries de défense locales notamment, certains pays du Golfe, et en particulier les Émirats et l'Arabie saoudite, soutiennent même à une certaine décélération des États-Unis dans un monde qui est de plus en plus multipolaire. En effet, le commerce des armes dans la région du Golfe est un prisme assez parfait pour observer non seulement les dynamiques sous-jacentes des politiques intérieures et étrangères de ces pays, mais aussi une certaine redéfinition et réallocation beaucoup plus large du pouvoir dans les relations internationales contemporaines. Donc, ce qu'on va faire dans le temps qui nous reste ensemble et avant la partie d'échange questions-réponses, c'est que j'aimerais vous emmener un peu dans un voyage historique à travers les tendances évolutives du commerce des armes dans le Golfe pour vous montrer un peu comment c'était autrefois, quelles étaient les dynamiques traditionnelles de ces marchés d'armement. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? À quel moment? Pourquoi? Qu'est-ce qui a sous-tendu le changement croissant au cours des dernières décennies? Et du coup, bah, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Et une fois qu'on aura fini ce tour historique sur ces dynamiques changeantes, je dirais quelques mots sur bah, les nouveaux sujets et les enjeux que ça soulève aujourd'hui avant de répondre à vos questions. Voilà, donc on va pouvoir donc commencer notre tour d'horizon sur enfin, tour d'horizon historique sur les règles du jeu traditionnel des marchés de la péninsule arabique. Là, les trois gros euh, points que je veux voir avec vous, c'est quelles sont les motivations apparentes à l'élaboration d'un tel arsenal militaire dans la région du Golfe. Ensuite, on verra, est-ce qu'il s'agit, comme ça a été défendu par beaucoup d'experts au fil des ans, est-ce qu'il s'agit de mirage de pouvoir? On verra quelle est l'importance de l'image et du prestige dans les politiques d'armement de ces pays. Et ensuite, on regardera un peu l'imbrication entre politique étrangère, politique de défense et armement.
En termes des motivations apparentes à l'élaboration d'un tel arsenal militaire, ce qu'on peut noter évidemment d'entrée de jeu, c'est que c'est pas du tout surprenant que la région du Golfe et que la péninsule arabique ait été et soit depuis longtemps l'un des plus grands marchés d'armes au monde, étant donné que la région est située à un nœud stratégique entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, abrite évidemment des réserves cruciales de pétrole et de gaz et présente un fort potentiel de conflit associé notamment, en tout cas historiquement, aux dynamiques rivales avec l'Iran. Et je dis historiquement parce qu'évidemment, comme on le sait, on pourra y revenir, mais les dynamiques de rivalité qui ont eu lieu dans la région ces 10 dernières années, elles n'étaient pas nécessairement sur cette opposition Conseil de coopération du Golfe d'une part et Iran d'autre part. En réalité, elles étaient beaucoup à l'intérieur même de la péninsule arabique, avec notamment l'Arabie Saoudite et les Émirats d'un côté, le Qatar de l'autre. Voilà. Donc, on pourra y revenir. Mais donc, ces déterminants-là, évidemment, peuvent sembler des motivations suffisantes pour pouvoir se doter d'un arsenal militaire crédible pour pouvoir défendre son pays. Donc, évidemment, pour les États clients de la région, il semble assez logique qu'ils aient voulu augmenter leur capacité de défense et de dissuasion dans ce contexte. Par ailleurs, les motivations pour ce qui est des États fournisseurs, pour exactement les mêmes raisons, seraient de sécuriser une région qui a un fort potentiel d'instabilité et au sein de laquelle se trouve un certain nombre d'intérêts stratégiques. Et puis évidemment, il y a les aspects économiques. Euh, mais on reviendra sur la véracité de ces motivations apparentes. Je voudrais faire un point ici sur cette idée qui a été souvent défendue, on l'entend encore aujourd'hui, qu'une partie de la motivation des pays du Golfe pour acheter des armes, c'est vraiment l'importance de l'image et du prestige. En anglais, il y a des publications sur les marchés d'armement du Golfe qui parlent du glitter factor. Donc, le glitter factor, c'est littéralement le facteur paillette. Donc, c'est l'idée que les pays du Golfe aiment que les dirigeants du Golfe aiment acheter les équipements dernier cri. Il faut que ça brille, il faut que ce soit le plus clinquant possible, que ce soit le plus impressionnant possible. Donc, il y a vraiment cette dimension de l'image et de ce que ça leur confère comme statut international. Ce qui est intéressant ici, c'est que peut-être dans un certain nombre de publications, ou quand on entend parler de cette idée du glitter factor, c'est un peu vu comme quelque chose qui est du coup, bon, bah, ils aiment bien que ça brille, et comme si il n'y avait pas une logique plus profonde à ça. Et en réalité, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder, ok, certes, euh, encore aujourd'hui, il y a cette motivation de se procurer les équipements dernier cri, parfois indépendamment de savoir si c'est les équipements les plus efficaces ou les plus compatibles avec leurs besoins capacitaires. Mais, euh, mais il s'agit de s'intéresser à quelles sont les visées de ce glitter factor, de se procurer ces systèmes rutilants. Et j'en vois deux. Il y a vraiment les visées internes et les visées externes. En termes de visée interne, on peut voir ces mirages de pouvoir comme un outil de nation building. Donc, littéralement, en fait, ce qui est intéressant ici, c'est de se souvenir que le Qatar et les Émirats en particulier, c'est des États qui sont nés, enfin, qui ont connu leur indépendance en 1971. Donc, ce sont des très jeunes États. Et donc, il y a encore un très fort, une très forte dimension
renforcer l'identité nationale, de créer, d'attiser des sentiments de fierté et d'identité nationale. Et donc, on constate que l'achat d'armements rutilants, ce Gletto Factor, vient participer à cette dimension de nation building qu'on voit notamment, mais comme dans d'autres pays évidemment, mais dans les parades militaires et, euh, et les, mais également le fait que, par exemple, aux Émirats arabes unis, dès les débuts des années 90, il y ait l'organisation de grands salons d'armement internationaux qui font venir le monde entier aux Émirats euh, autour de ces questions d'armement. Et là, ça fait la jonction avec les visées externes. En termes de visées externes, on peut voir ces achats d'armement comme un outil de state branding cette fois. Donc, le state branding, c'est littéralement, enfin, le branding, la promotion d'une image de marque. Et donc, c'est promouvoir l'image de marque d'un État comme si c'était un produit dont on fait la réclame à l'international. Et donc, l'idée est que ces achats d'armement rutilants soutiennent l'augmentation de l'estime et de l'estime internationale pour ces États et leur crédibilité à l'international. Sur l'imbrication entre politique étrangère, politique de défense et armement, sur les dynamiques traditionnelles de, des marchés d'armement de la région. On peut parler du paradigme pétrole contre sécurité, où littéralement l'idée est que on parle souvent du pacte, du paradigme pétrole contre sécurité. On pense souvent à la relation en particulier entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite où, pour schématiser, le pacte était que contre l'envoi de pétrole à bas prix, les États-Unis assuraient la sécurité du régime saoudien, donc par extension de l'Arabie saoudite. Et en fait, ce pacte pétrole contre sécurité pouvait être étendu puisqu'il ne s'agissait pas non seulement d'envoyer du pétrole à bas prix, mais également d'investir massivement dans le complexe militaro-industriel américain. Et donc, ça permettait de recycler ces pétrodollars et ça permettait aussi de consolider cette relation stratégique avec les États-Unis et d'assurer que les États-Unis continue d'être intéressé par la défense de l'Arabie Saoudite, continue d'avoir ses propres intérêts stratégiques très proches de la sécurité, de la stabilité du royaume saoudien. Ce qui est intéressant, c'est que la stratégie américaine en particulier, pendant longtemps, elle était quand même très centrée sur sur l'Arabie Saoudite, beaucoup moins sur les petits, sur les petits États, les plus petits États du CCG. Or, là, on a vraiment une bascule qui s'opère dans les années 90, où donc évidemment avec l'invasion du Koweït par l'Irak de Saddam Hussein, il y a il y a en fait il y a plusieurs choses évidemment qui se passent dans les années 90, mais du point de vue des pays importateurs dans le Golfe, il y a vraiment une prise de conscience que la sécurité indirecte via leur alliance au sein du CCG avec le Royaume saoudien ne suffit pas. Ils n'ont pas vraiment les moyens de se défendre contre une invasion extérieure. Il leur faudrait vraisemblablement une garantie de sécurité plus directe avec les États-Unis. Et donc, on voit fleurir, enfin, on voit des accords de défense signés au début des années 90 entre les États-Unis et les plus petits États du Golfe, et en particulier le Qatar et les Émirats. Ce qui est intéressant à cet endroit-là, sur le Qatar et les Émirats spécifiquement, c'est qu'on voit dès le début une volonté de ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier
Et donc, dans la foulée de la signature de leurs accords de défense avec les États-Unis, ils signent également des accords de défense avec la France et le Royaume-Uni. Et donc, ça, c'est, à mon sens, ça dénote une envie de se ménager une certaine autonomie relative. Donc, de la même manière que, ils ne voulaient plus reposer uniquement sur leur alliance au sein du CCG avec le Royaume saoudien pour assurer leur sécurité, ils ont créé donc une relation directe avec les États-Unis, mais pour se ménager une marge de manœuvre, y compris avec les États-Unis, ils ont tout de suite consolidé des partenariats avec d'autres moyennes puissantes, mais qui ont évidemment notamment l'énorme avantage de siéger au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, du coup, d'avoir une certaine influence sur la scène internationale. Ensuite, pour finir sur ces dynamiques traditionnelles, il est important de noter également au sein de ces États ce que ces acquisitions militaires, quel rôle ces acquisitions militaires viennent jouer. Et là, en l'occurrence, elles, il faut se référencer à la théorie de l'État rentier et au fait que ces acquisitions militaires viennent vraiment participer au pacte social des États rentiers. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec la théorie de l'État rentier, mais c'est en gros l'idée que ces pays donc, dont l'économie repose largement sur la rente, donc là, en l'occurrence, la rente pétrolière, ont un pacte social avec leur population qui consiste à les abreuver économiquement et en contrepartie de ces bénéfices économiques directs ou indirects, il y a une certaine apathie politique. Il n'y a pas de révolte contre les dirigeants. C'est l'achat de la paix sociale. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en fait, ces acquisitions militaires sont venues participer à ce pacte social des États rentiers, notamment parce que, et on y reviendra, et vous êtes sans doute familier de ça, mais parce que très rapidement, les pays du Golfe ont demandé aux compagnies internationales, s'ils voulaient faire des marchés dans leur pays, de s'implanter via des joint ventures et avec des nécessaires partenariats locaux. Et ces partenariats locaux, en réalité, bah, du coup, viennent participer à cette économie rentière. Et donc, on voit ici à quel point les acquisitions militaires ont aussi une fonction au sein de la politique intérieure de ces États. Ces tendances, elles vont évoluer, évidemment. Elles évoluent selon trois mouvements qui sont concomitants. La première, c'est le nouveau contexte géoéconomique mondial bon, sur lequel je vais revenir, mais qui se combine à quelques années près avec un bouleversement à niveau régional au sein du Moyen-Orient. Et la conjonction de ces deux mouvements vient soutenir une prise d'assurance et une autonomisation croissante des pays du Golfe. Donc là, je vais essayer, je vois le temps, donc je vais essayer de passer un peu rapidement, mais le nouveau contexte, il manque un E d'ailleurs, à contexte, je corrigerai, géoéconomique mondial, je parle ici de la crise économique et financière à partir de 2008-2009. Ça a un impact absolument phénoménal sur les dynamiques de puissance et d'influence entre les pays du Golfe et leurs partenaires traditionnels, donc en particulier les États-Unis, mais aussi les exportateurs d'armement européens, dont la France. Euh, Ce que ça a comme impact, c'est que pour les États clients du Golfe, ça procure en fait un effet de levier
pour augmenter leur statut international. Donc là, ce à quoi on peut penser, c'est à quel point, au moment de la crise économique et financière, il y a un certain nombre de pays, et dont les États-Unis et les pays européens, qui se sont retrouvés dans la panade économique et ont besoin de liquidités. Or, ces liquidités, bah, elles sont largement venues des pays du Golfe. Donc là, il ne s'agit pas des marchés d'armement spécifiquement, mais cette crise économique et financière a du coup en fait ouvert la porte à vraiment porter une influence croissante des pays du Golfe au sein des pays occidentaux qui étaient leurs partenaires traditionnels. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que dans le même temps où les États clients du Golfe se retrouvaient avec bah, des liquidités que le monde entier, dont le monde entier manquait, euh, les États fournisseurs, eux, se sont retrouvés de plus en plus confrontés à un besoin, alors qui est parfois considéré comme un besoin existentiel d'exporter du matériel militaire. Pour quelle raison? Parce que bon, c'était une tendance qui était déjà présente avant, mais qui s'est un peu confirmée à ce moment-là, parce que évidemment les marchés domestiques se réduisaient, se contractaient, et donc du coup il y avait besoin davantage de débouchés à l'export. La conjoncture de ces deux mouvements, évidemment, vous voyez bien, elle donne de plus en plus d'avantages aux États clients. Et ça, on va y venir sur la manière dont ils se sont servis de cette position avantageuse, on dira. Au Moyen-Orient, par ailleurs, à partir de 2011, se posent de nouveaux défis, mais aussi en réalité de belles opportunités, un peu les deux en même temps, puisque donc je le mentionnais tout à l'heure, on a le début des printemps arabes. Et alors, ce qui est important sur le printemps arabe, c'est que il vient peser sur les deux dimensions de la sécurité. Alors, qu'est-ce que j'entends par les deux dimensions de la sécurité pour les pays du Golfe? C'est que il est toujours important de regarder leurs considérations sécuritaires par le prisme à la fois de leur sécurité nationale, au sens d'intégrité territoriale notamment, et de sécurité de leur population, mais également, voire parfois surtout, de stabilité de leur régime. Et donc, les printemps arabes viennent en réalité peser sur ces deux dimensions de la sécurité, ce qui explique que ce soit considéré encore aujourd'hui comme le plus grand défi jamais posé aux États du Golfe, de la péninsule arabique. Par ailleurs, dans le même temps où se posait ce double défi à leur sécurité, euh, c'est confirmé leur crainte d'un certain désengagement américain. Et ça, on le voit vraiment au moment des printemps arabes, dans la manière dont les pays du Golfe considèrent vraiment que les États-Unis ont lâché leurs partenaires égyptiens et se disent, mais si les États-Unis lâchent aussi facilement le régime égyptien qui était leur allié de longue date, qu'en sera-t-il de nous si nos populations nous cherchent à nous renverser également? Bon, évidemment, comme on sait, ça n'a pas eu lieu, en tout cas pas ni en Arabie Saoudite, ni au Qatar, ni aux Émirats Arabes Unis. C'est pas l'enjeu de cette présentation, donc je rentrerai pas là-dedans, mais voilà. Une, Ce qui est intéressant en réalité, c'est que dans ce grand bouleversement régional qui fait suite au printemps arabe, en fait, ça a représenté des défis sécuritaires, mais peut-être presque plus, cette vacance de pouvoir au sein de la région a en fait représenté une aubaine, un appel, une opportunité pour les pays du Golfe de projeter pour la première fois de manière aussi proactive leurs intérêts dans la région. Et donc on l'a vu se passer bah, évidemment à la fois en Syrie, en Libye, même avant ça d'ailleurs en Égypte. On pourra y revenir, mais c'est là où il se joue quelque chose de très particulier au sein de la région également. C'est une prise de conscience, enfin un déploiement d'une politique proactive dans la région, mais aussi, voire surtout, la clarification de la rivalité des pays de la péninsule arabique et donc avec leur force de frappe
régionale et ça a eu évidemment des conséquences importantes. Ces deux mouvements donc internationaux et régionaux ont soutenu donc une certaine prise d'assurance et d'autonomisation des pays du Golfe. Et là, je passe rapidement. Il s'agit, enfin, on le voit dans un mouvement de rationalisation, de professionnalisation de la défense, mais surtout, comme j'en parlais un petit peu déjà, dans la projection accrue de leurs forces dans la région et une certaine tentative de prise en charge d'un rôle dans la sécurité régionale. Bon, après, évidemment, comme je viens de le mentionner, c'était fait en rivalité parfois les uns des autres, ce qui a eu des conséquences. Et peut-être plus important encore pour cet auditoire, on voit commencer la construction d'une industrie de défense locale. Ce qui est important, évidemment, là je note que c'est une double autonomisation. La création, la mise en place d'une industrie de défense locale dans ces États, c'est vraiment perçu comme la possibilité d'une double autonomisation, à la fois une autonomisation vis-à-vis de leurs partenaires traditionnels, qui, à partir du début des printemps arabes et de manière de plus en plus nette, notamment sur la dernière décennie, euh, bah, s- euh, leur envoie des signaux qui sont perçus comme témoignant du fait que les pays du Golfe ne peuvent pas nécessairement avoir pleinement confiance dans leurs partenaires traditionnels, donc ils cherchent à ne pas mettre tous leurs œufs dans ce panier. Mais il ne s'agit pas seulement d'une autonomisation vis-à-vis de leurs partenaires, mais également d'une autonomisation économique, puisque l'idée de la mise en place d'une industrie de défense, c'est que ça permette de diversifier leur économie et de préparer un hypothétique après-pétrole. Tout ça donne lieu à la nouvelle économie politique des marchés d'armement de la péninsule, qui représentent des nouveaux défis pour leurs fournisseurs d'armes traditionnels, évidemment, puisque notamment cette prise de confiance et d'autonomisation, elle se traduit bah, par des choses dont vous êtes probablement au fait, mais qui sont beaucoup moins intéressés, notamment par les importations de produits et systèmes sur étagère, et devient de bien plus exigeants en termes de spécificité technique et ils ont beaucoup plus d'exigences, notamment sur les, les spécificités des produits, mais également en termes de joint venture, de transfert de technologie et autres compensations qui viennent évidemment soutenir leur effort de mise en place d'une industrie de défense locale, mais viennent aussi soutenir cette tendance de fond qu'on voit en réalité depuis une dizaine d'années maintenant, où on voit ces logiques d'influence et de pouvoir entre les pays du Golfe et leurs partenaires traditionnels euh, changer, voire même se renverser. Euh, comme nouveau défi, en plus de ces exigences accrues, il faut évidemment noter que les pays du Golfe de plus en plus volontiers se tournent vers la concurrence, mais travaillent évidemment via le montage de leur propre BITD à devenir eux-mêmes à terme des compétiteurs, au moins sur certains segments. On y reviendra sans doute. Ces nouveaux défis pour les fournisseurs d'armes traditionnelles, ils font en réalité écho à des nouveaux défis politiques et stratégiques bien plus larges, puisque de la même manière que les pays du Golfe, en particulier les Émirats arabes unis, hein, sont particulièrement ont été particulièrement pionniers sur la question de la diversification des fournisseurs d'armement. Ça a toujours sous-tendu un peu la structure de leur marché d'armement, mais ça s'est confirmé ces dernières années. De la même manière qu'ils se tournent donc vers la concurrence de plus en plus, il y a une diversification des partenariats stratégiques dans un monde qui est de plus en plus clairement multipolaire. Euh,
Ce qui est évidemment important ici de noter, c'est que dans le même temps où ils diversifient leur partenariat stratégique, on voit à quel point ça sous-tend une mise en avant de plus en plus nette que bah, ces pays ont des intérêts propres et qui ne sont pas nécessairement alignés ou même parfois très compatibles ou bienveillants vis-à-vis des intérêts de leurs partenaires traditionnels. Ce qu'on peut noter ici, c'est que il a été intéressant là ces dernières années de noter la participation de plus en plus nette, notamment des Émirats et de l'Arabie Saoudite, à une sorte de nouveau mouvement non aligné, mais qui n'est pas tout à fait un mouvement non aligné idéologique comme le mouvement non aligné historique, mais bel et bien un mouvement non aligné très pragmatique où l'idée est vraiment de prôner oui, le pragmatisme, notamment économique, dans les relations internationales, de ne se fermer absolument aucune porte. Et c'est évidemment quelque chose qu'on a vu beaucoup ces dernières années, quand les États-Unis et les pays européens ont demandé un certain nombre de fois à leurs partenaires du Golfe de ne pas de mettre en place des sanctions vis-à-vis de la Russie. Or, c'est pas du tout dans l'intérêt économique des Émirats ou de l'Arabie Saoudite. Donc là, il y a effectivement eu un clash, une position très nette des intérêts entre les pays occidentaux et leurs partenaires du Golfe. C'est que un exemple parmi d'autres de cette manifestation d'intérêts qui ne vont pas nécessairement dans le même sens. On reviendra peut-être sur d'autres exemples. Ce qui est intéressant dans tout ça, c'est de voir à quel point le commerce des armes dans le Golfe est devenu peut-être une sorte d'arme politique efficace. Et on voit en fait émerger, je serais ravie d'y revenir dans les questions, mais l'émergence d'une certaine influence inversée en réalité des clients sur les fournisseurs qui pourrait même en fait donner lieu à une hypothèse qui serait que le commerce des armes est presque perçu et presque utilisé aujourd'hui par certains pays du Golfe, en particulier les Émirats et l'Arabie Saoudite, comme un outil comme si ils appliquaient la théorie de l'État rentier, enfin le rent-terrorism, non seulement vis-à-vis de leur population, mais également vis-à-vis de leurs partenaires internationaux. Donc, un État rentier, enfin, une théorie de l'État rentier mondialisé, ce que ça signifie, c'est que bah, le plus ils continuent d'investir dans euh, certaines relations d'armement avec leurs partenaires, en particulier les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, eh ben, ils achètent aussi la paix sociale ou le silence, en l'occurrence, sur les choses sur les politiques qui ne conviennent pas en réalité à leurs partenaires occidentaux. Mais bon, le silence serait partiellement acheté par les marchés d'armement. Ce qui est en tout cas certain, c'est que on voit une réponse relativement lente des pays exportateurs à des paramètres changeants. On le voit notamment sur les exportations, y compris sur toile de conflit armé, ce qui peut sembler étonnant, vu un certain nombre de traités dont on est parti. Je pense notamment au traité sur le commerce des armes. Mais il ne s'agit pas que de ça, et c'est vraiment sur ça que je voudrais terminer. Et bon, ça, je reviendrai peut-être sur ce graphique, parce que en fait, là, il s'agit, j'y reviendrai peut-être, mais il s'agit de la balance entre importation et exportation pour les Émirats et l'Arabie Saoudite, et je les ai mis en parallèle de la Turquie, puisqu'il y a vraiment dans ces trois pays cette volonté d'autonomisation par la création d'une industrie de défense locale. J'y reviendrai. Mais ce sur quoi je voulais vous laisser, parce que je vois l'heure qui tourne, c'est quels sont les nouveaux enjeux et quels sont les nécessaires questionnements. Ce dont j'ai
d'ores et déjà parlé pas mal, c'est la redéfinition et la réallocation du pouvoir dans les relations internationales contemporaines qu'on voit bien s'illustrer en fait dans ces évolutions des marchés d'armement dans la région. Il y a également, c'est ce dont je parlais à l'instant, une certaine nécessité d'ajuster les processus de contrôle des exportations d'armes. Notamment parce qu'il y a cette question de la participation accrue, c'est ce dont je parlais. Je disais que ces pays, avant le printemps arabe, en réalité, il y avait très peu de projections de force, très peu de participation à des conflits armés. Et donc, en réalité, comme d'ailleurs notre ancienne ministre des Armées l'avait noté sur fond de polémique d'envoi d'armes à l'Arabie Saoudite, il y avait eu une certaine bourde qui avait été faite de dire oui, mais ces armes n'étaient pas censées être utilisées. Alors, c'était maladroit s'il en faut, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça notait un peu, effectivement, ce que pendant longtemps, euh, le raisonnement pendant très longtemps, en fait, en France comme ailleurs, c'est que effectivement, ces armes, elles étaient vendues et elles allaient très vraisemblablement, elles n'allaient vraisemblablement pas servir, ou que si elles allaient servir, elles serviraient très vraisemblablement dans un cadre qui serait aligné avec nos intérêts, qui se ferait très vraisemblablement en partenariat peut-être avec nos forces, et que donc il n'y avait évidemment pas de souci. Donc, quoi. Bon, clairement, c'est pas ça qui s'est passé. Et donc, il y a de fait une nécessité d'ajuster les processus de contrôle des exportations, non seulement pour cette raison, mais aussi parce que, j'espère qu'on y reviendra, mais parce qu'il y a de plus en plus, avec le montage d'une industrie de défense locale et plein de montages différents, que ce soit de joint venture ou de plus en plus des filiales locales des compagnies internationales qui s'implantent dans ces pays pour augmenter leur potentiel de marché, mais aussi pour éviter certaines réglementations. En fait, ça pose des problèmes. Alors, ça pose des problèmes pour des raisons éthiques, mais pas que. Aussi pour des raisons économiques et stratégiques. Et ça, c'est vraiment, à mon sens, des questions qui sont nécessaires de se poser aujourd'hui. C'est-à-dire que la nécessité d'ajuster ces processus de contrôle des exportations, c'est pas seulement une question morale. Il y a de gros enjeux économiques et stratégiques derrière. Euh, Plus largement, quand on voit cette utilisation croissante des marchés d'armement comme un levier d'influence en réalité des pays du Golfe sur leurs partenaires traditionnels qui ont si cruellement besoin d'exporter, notamment vers un gros marché comme le Golfe, bah, ça pose un peu la question de la nécessité de décentrer les armes dans les partenariats stratégiques, de pas de pas que les armes ne pèsent pas aussi lourd dans nos partenariats stratégiques pour qu'on puisse encore se parler d'égal à égal. Il y a également la question qui se pose de l'opportunité d'universaliser le TCA, donc le traité sur le commerce des armes, ce qui permettrait éventuellement d'harmoniser les coopérations futures, puisque ça permettrait d'opérer dans un cadre commun avec ces pays partenaires, mais dont les stratégies évoluent de telle manière que ça soulève des questions assez nécessaires. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que c'était clair. Je serais ravie de revenir enfin, sur n'importe quel aspect de la présentation qui vous plaira. Très bien. Écoutez, merci Emma. Je vous propose de regarder les questions qui ont été écrites dans le chat en les regardant dans l'ordre, en fait, ce sera plus simple pour en oublier. Une première question d'Alain Crémieux. Peut-on dire que les armes qui arrivent en péninsule arabique sécurisent la région? Alors, ben, c'est une question intéressante, évidemment, parce que, bah, après, ça pose beaucoup. Il faut quand même poser la question de à quel moment de l'histoire.
la bascule des années 90, souvent, enfin avec l'invasion du Koweït par l'Irak, elle est vraiment intéressante puisque, comme je le notais, déjà dans les années 80, en fait, ces pays étaient, donc y compris le Koweït recevait beaucoup d'armes à l'époque et enfin, encore plus évidemment l'Arabie Saoudite. Et malgré un arsenal militaire qui était déjà extrêmement conséquent, ça ne les a pas aidés du tout face à l'invasion de l'Irak. Donc, bon, après, c'était dans les années 90. Il y a une certaine, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits en termes de formation militaire et aussi enfin, de rationalisation de leurs achats par rapport à leurs besoins capacitaires, comme je le disais. Mais euh, c'est une excellente question parce que en fait, je pense que la question derrière cette question, c'est qu'est-ce que ça signifie exactement aujourd'hui de sécuriser la région. Comme je le disais, il y a il y a les deux dimensions de la sécurité dans cette région, qui sont la sécurité nationale et après, il y a la sécurité des régimes. Alors, si on se centre sur la stabilité monarchique, la stabilité des régimes, bon, on peut constater que ces régimes sont restés stables depuis des années. Alors, quel est le rôle que les marchés d'armement ont joué là-dedans? C'est difficile à dire, mais comme je l'ai noté, on peut lier en partie, enfin, on peut relier les dynamiques des marchés d'armement aux dynamiques de l'État rentier et des dynamiques de pétrole contre sécurité. Donc, si on le prend par cette lorgnette, on peut considérer que oui, les marchés d'armement ont largement contribué à maintenir les, les engagements pour protéger la sécurité de la région, notamment des États-Unis. Ça, c'est valable pendant des années. Après, une fois qu'on a dit ça, il faut le dire vite, évidemment, puisque précisément ce qui s'est passé sur la dernière décennie. J'espère que ça répond à votre question. Mais précisément ce qui s'est passé là sur cette dernière décennie, c'est que les pays du Golfe de plus en plus remettent en cause le fait que les États-Unis sont prêts prêts à les protéger. On a vu notamment pendant l'administration Trump, quand il y a eu les attaques sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite, on a vu les États-Unis refuser d'intervenir, enfin l'administration Trump, et Trump lui-même dire avec un langage on ne peut plus clair, nous n'avons pas été attaqués. Et donc, en fait, ça a été vraiment perçu à l'époque dans la péninsule arabique comme la fin en fait de la doctrine Carter. La doctrine Carter qui consistait à dire que toute attaque, euh, toute attaque dans le Golfe serait considérée comme une attaque sur les intérêts stratégiques américains et donc que les États-Unis se gardaient le, enfin, auraient la liberté de répondre comme bon leur souhaitait, y compris par la force militaire. Or, c'est un peu ça qui a été remis en cause ces dernières années et ce qui a accéléré en réalité à partir de 2019 la propension des pays du Golfe à chercher à se sécuriser autrement, notamment en diversifiant leurs partenariats et en accélérant leur propre production. J'espère que ça répond à votre question. Merci. C'est une question que j'ai posée. Sais-tu quels pays occidentaux ont ouvert des bases militaires dans la zone? Alors moi, je connais au moins la France aux Émirats, les USA à Bahreïn, mais est-ce que cet état de fait, en fait, a une incidence sur les marchés et sur le processus décisionnel en faveur de tel ou tel État fournisseur? En d'autres termes, est-ce que
la France a intérêt à ouvrir des bases militaires à droite ou à gauche pour avoir plus de contrats avec tel ou tel pays? Alors, c'est une question intéressante parce que en fait, merci pour ta question, parce que en fait, je pense que c'est pas du tout la même chose pour la France et pour les États-Unis. Je pense que de fait, alors les États-Unis, ils ont, oui, ils ont une base à Bahreïn, mais en réalité, la plus grande base militaire américaine dans la région, elle est au Qatar. D'ailleurs, pour la petite histoire, quand il y a eu la crise du Golfe en 2017, qui opposait donc le quartet, l'Arabie Saoudite, les Émirats, Bahreïn et l'Égypte au Qatar, le président Trump, encore lui, avait dit que il avait demandé à ce qu'on pourchasse les terroristes et le soutien au terrorisme et que voilà, que le quartet avait isolé le Qatar et qu'il les en félicitait en gros. Et il y avait dû avoir très vraisemblablement en coulisses des conseillers du président Trump qui avaient dû aller lui dire de surtout corriger ce qu'il venait de dire, puisque on a dû lui rappeler gentiment que le Qatar accueillait justement la plus grande base militaire américaine, que c'était pas le moment de se fâcher avec le Qatar. Mais bon, ça c'était pour la petite histoire, mais c'est pour dire que en réalité, il n'y a pas que à Bahreïn qu'il y a une présence militaire américaine. Mais les États-Unis ont beaucoup, en fait, ont beaucoup associé leur implantation de bases militaires et l'augmentation de leurs garanties de sécurité envers les pays à des ventes d'armes. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont implantés dans un pays, effectivement, on voit quand ils sont implantés dans un pays et ou s'ils viennent de signer un accord de défense, on voit les importations d'armes américaines augmenter de manière exponentielle. C'est pas le cas pour la France. Enfin, la France, elle est uniquement aux Émirats, dans la région. Enfin, sous la forme d'une base militaire, j'entends évidemment. On est présent bien au-delà des Émirats. Mais moi, ce que j'avais trouvé très intéressant, c'est qu'en fait, si on regarde la présence de la France dans les marchés d'armement émiriens, qu'on la compare à la présence américaine dans les marchés d'armement émiriens, et ben en fait, du moment où la France a implanté sa base militaire, les importations d'armement françaises ont dégringolé. Et donc moi je trouve ça on dégringolait jusqu'à ce que le Le président Rafale. Macron vende le Rafale quoi. Mais bon, pendant un moment il y avait quand même plus beaucoup de ventes. Et moi en fait je pose la question de dans quelle mesure c'était pas en fait une coïncidence que c'est-à-dire que d'une certaine manière, avec l'implantation de la base militaire française, les dirigeants émiriens avaient obtenu en fait une garantie de sécurité de la part de la France qui était suffisante pour qu'il n'y ait plus besoin de massivement investir dans le complexe militaire industriel français et que donc du coup, bah, ils pouvaient se passer de commander des matériels français pendant un moment. A fortiori, si on considère, ce qui est encore valable aujourd'hui, qu'une bonne partie des achats d'armement de la région ne sont en fait pas nécessaires. Il y a pas nécessairement de besoin Mhm. pour plus d'achats. Donc c'est un peu le, le souci. D'accord. Qui d'ailleurs recoupe un peu la question d'avant, c'est-à-dire que c'est des arguments que vous connaissez tous déjà, mais je vais quand même le redire. C'est-à-dire que est-ce que vendre des armes et toujours plus d'armes à cette région, est-ce que ça la sécurise ou est-ce que en réalité ça augmente pas son instabilité par un phénomène qu'on connaît bien de dilemme de sécurité, c'est-à-dire que quand un État se surarme au nom de sa défense, c'est pas nécessairement interprété comme quelque chose de défensif par un autre État. Ça peut être considéré comme
comme une menace, et donc ça mène à une course aux armements. Et c'est quand même pas anodin que cette région soit une des plus armées au monde, alors que, Mhm. oui, voilà. Merci. Deux questions qui se rapprochent un petit peu. Alors la première question, y a-t-il une volonté des deux ou trois grands, alors c'est moi qui l'ai écrite, l'Arabie Saoudite et les Émirats de coopérer sur la construction de leur industrie de défense? C'est-à-dire, est-ce que Sami, est-ce que Edge coopèrent? Et puis la deuxième question, c'est un peu la même chose, mais quelques années avant. En 1961, la Ligue des États arabes a créé l'Organisation de l'industrie arabe collective. Comment expliquez-vous que cette industrie pan-arabe est restée sans lendemain? Question du professeur Larafi. Oui, bah merci beaucoup. Mais c'est une question c'est deux questions qui sont intéressantes, puisqu'effectivement, c'est un peu. C'est une des questions qui se pose aujourd'hui, voire une recommandation en fait qui est formulée enfin, dans certains papiers que j'ai pu voir passer qui recommandent en réalité à ces pays de ne pas tomber dans le panneau de devenir rivaux sur ce plan et de chercher à combiner leurs forces plutôt que de jouer encore une fois la concurrence et la rivalité, parce que ça ne mènerait à rien. Et effectivement, il y avait déjà eu cette tentative, et aujourd'hui, on voit, enfin, on sait que il y a très certainement, en tout cas au niveau, je pense que l'Égypte serait ravie de faire renaître ce projet. Ça fait, en fait, déjà à l'époque, l'idée était de, qu'il y ait en gros un investissement des deniers du Golfe pour injecter dans le savoir-faire et la base industrielle égyptienne notamment. Qui est un partage des tâches un peu à ce niveau-là, parce que c'est peut-être une question qui est abordée par d'autres par ailleurs, mais c'est que, en fait, on a, dans les pays du Golfe, il y a cette volonté d'autonomisation, il y a une claire volonté de monter une industrie de défense. Après, ce qui est intéressant, c'est de noter que cette industrie de défense, elle couvrirait pas nécessairement tous les tous les secteurs. C'est plutôt une industrie de défense de niche en réalité, centrée sur certains segments, voilà. Très particuliers, mais il y a quand même encore aujourd'hui un manque de ressources humaines, un manque de savoir-faire technique, mais oui, de ressources humaines et de savoir-faire technique, dont l'Égypte, ou pour le coup, en Égypte, il y a beaucoup plus de ressources humaines et de ressources en termes de capacité technique. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, dans cette idée de bah, peut-être que l'avenir, ce serait de justement qu'ils se mettent ensemble, c'est que peut-être en élargissant au plus, ça permettrait de mitiguer et de faire un effet oui, qui mitigation, c'est comment on dit en français, qui permettrait d'éviter de trop grosses rivalités. C'est qu'au lieu de faire juste les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, il faudrait que dès le départ, ce soit en fait un pool de Égypte, Émirats, Arabie Saoudite, voire, pardon, je vais être un pavé dans la mare, mais selon comment les choses évoluent, l'Iran. Mhm. Oui. En fait, ce dont tu viens de parler est également évoqué dans la question suivante sur laquelle on ne va pas revenir, qui a été posée par Gérard Dugard peut-être. Coopération, concertation en matière d'armement au sein du GCC ou chacun pour soi, partenariat avec d'autres pays arabes. Bon, je pense que tu as déjà amplement traité Ben, le enfin, sujet. j'ai répondu au sens où je pense personnellement, et je suis pas la seule à le penser, qu'il y aurait un véritable effet d'opportunité plutôt à la coopération. C'est-à-dire que on n'a pas besoin, en fait. Bon,
de manière très nette, de toute façon. On n'a pas besoin de plus d'armes et de plus de création d'armes. Ça, c'est un point. Mais en réalité, une coopération dans ce domaine, ça permettrait évidemment de mettre à distance des conflictualités. En fait, on le sait que c'est évidemment par la coopération, en particulier sur des secteurs aussi sensibles, que ça permettrait de mettre à distance la résurgence des tensions et voire de conflits ouverts entre ces pays. Donc, il y a un véritable effet d'opportunité. Après, effet d'opportunité, est-ce que ces pays le voient de cet œil? Pas nécessairement. On voit bien aujourd'hui à quel point ils se construisent plutôt chacun pour soi et non seulement enfin, où il y a une véritable rivalité, ne serait-ce que l'image qu'ils projettent vis-à-vis enfin, moi, ce qui me vient à l'esprit, par exemple, c'est l'organisation par l'Arabie Saoudite du World Defense Show, alors que bon, alors qu'il y avait déjà l'IDEX, et donc pourquoi tout d'un coup il faudrait que l'Arabie Saoudite, elle aussi, sorte son World Defense Show, en quoi c'est différent de l'IDEX, etc. Et donc cette rivalité, y compris sur les salons d'armement, donne plutôt l'impression que bon, il reste cette dynamique de rivalité qui se joue notamment sur le rayonnement de leur image, sur quel segment ils se positionnent par rapport oui, à leur rayonnement à l'international. D'accord, merci. Une question dans un autre registre, Patrick Michon. Bonsoir. L'absence quasi systématique d'infrastructures industrielles, BITC, base industrielle et technologique civile dans les pays du Golfe, ne conduit-il pas à un développement mort-né d'une industrie locale d'armement? Alors, merci beaucoup pour cette question. C'est une question très intéressante parce que, bien sûr, en fait, j'ai envie de dire presque dans n'importe quel pays, si on se base sur effectivement la manière dont une BITD est construite traditionnellement, elle s'appuie, vous avez raison, sur la préexistence d'une base industrielle et technologique civile. Ça aide. Je parlais justement à l'instant du manque de ressources humaines dans les pays du Golfe et du manque de compétences techniques. Et donc, c'est lié à cette absence quasi systématique d'infrastructures industrielles, comme vous le notez. Mais en réalité, ben, c'est pas dit que ça conduise à un développement mort-né d'une industrie locale d'armement dans les pays du Golfe pour une simple et bonne raison, qui est que en fait, les pays du Golfe, eux, ils montent leur BITD pas du tout comme la France a monté sa BITD. C'est-à-dire que je parlais tout à l'heure des joint ventures, mais aussi de plus en plus en réalité, bon, vous connaissez sans doute ça mieux que moi, mais j'ai l'impression que beaucoup de compagnies internationales sont revenues de leurs expériences en termes d'implantation de joint venture dans ces pays et que donc en fait, souvent, il y a une tendance désormais à ouvrir en fait des filiales locales directement. Et ce qui est en fait intéressant, c'est que ça donne lieu, je vais le schématiser, mais ça donne lieu en fait à des industries. Alors parfois c'est juste de l'assemblage local, mais de plus en plus il y a une ligne de production locale où en fait vous avez, bah, c'est des technologies, des compétences, tout est étranger en réalité. Ça vient s'implanter dans les pays du Golfe. Donc, vous avez une entreprise, mettons, on va prendre un exemple qui est un exemple qui est inspiré de faits réels, comme on dira, mais une entreprise qui est jordanienne avec des technologies qui ont été montées en Jordanie originellement, et finalement tout est déplacé aux Émirats, et petit à petit c'est rebrandé en fait un changement du nom de l'entreprise parce que c'est implanté aux Émirats, et puis un changement du nom
du produit et ça devient tout d'un coup Made in UAE, donc ça fait partie officiellement de la BITD émirienne, mais en réalité, la technologie elle-même n'avait pas été développée originellement aux Émirats et voire même en réalité au sein de cette entreprise, vous allez avoir certainement des cadres qui seront émiriens, mais ensuite les échelons intermédiaires et les gens qui travaillent enfin, qui produisent les matériels et qui assurent ensuite la maintenance, etc. En fait, plus personne n'est émirien en dessous. Mais l'entreprise, elle est officiellement émirienne. Il s'agit bel et bien d'une partie de la BITD émirienne. Et en fait, en fait, c'est oui mais non, puisque, parce que si vous regardez, est-ce que ça permet de faire grandir l'infrastructure industrielle de ces pays au sens où on voit de plus en plus d'Émiriens qui travaillent dans ces industries et on voit une claire montée en compétences techniques etc. Non. Mais pour autant, quand on regarde les chiffres, on voit bel et bien les Émirats monter en termes d'étant en termes d'État qui a une BITD de plus en plus développée. Mais c'est une BITD, comme je viens de l'expliquer, qui est un peu hybride. J'espère que ça répond à votre question. Merci. Une autre question de Patrick Mouchon également. Que pensez-vous de l'entrée sur les marchés d'armement des pays du Golfe, de la Chine populaire et de la Turquie? Bah là, c'est un exemple parmi tant d'autres. Enfin, un exemple de la diversification effectivement des fournisseurs d'armement et des partenaires stratégiques. C'est-à-dire que la Chine, elle est entrée sur les marchés d'armement, mais avant d'être entrée sur les marchés d'armement, enfin, l'armement, c'est une infime partie du partenariat stratégique entre la Chine et les pays du Golfe. Il y a une diversification, enfin, il y a oui, il y a un tournant, un renforcement des relations avec la Chine qui va bien au-delà du marché d'armement. Donc, je le repose quand même dans ce contexte. Ce qui est intéressant, c'est que cette diversification vis-à-vis de la Chine, euh, souvent, on entend dire que ça va menacer les parts des partenaires traditionnels, alors que, en fait, jusqu'à présent, bon, déjà, en termes de parts, c'est relativement infime. On est très, très loin des parts américaines et européennes. Mais en fait, c'est pas tellement en termes de volume. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'ils vendent. Et ce qu'ils vendent, évidemment, c'est notamment des drones armés. Et c'est là où ça a été extrêmement intéressant, c'est que en fait, si vous regardez là dans les dernières années, en particulier sur fond d'intervention de l'Arabie Saoudite et des Émirats au Yémen, mais aussi surtout les Émirats avec l'Égypte en Libye, euh, ce qui se jouait, c'était que les États-Unis avaient refusé d'exporter des drones armés à ces deux pays. Et donc, ces deux pays se sont tournés vers la Chine. Donc, effectivement, sur certains segments, on voit arriver la Chine et puis bah, la Turquie, c'est pareil, hein, drones armés notamment, sur des segments très, très, très spécifiques. Donc, c'est pas une remise en cause du partenariat. À mon sens, il va pas y avoir de remise en cause des parts de marché, enfin pas de manière révolutionnaire comme on peut l'entendre parfois, des parts de marché traditionnelles des États-Unis et des pays européens. Mais ce qu'on voit de plus en plus, c'est un espèce de marché d'armement où le gros, en fait, la grosse aviation, la défense antimissile, etc., ça reste quand même très largement, voire exclusivement partenaires traditionnels, mais sur des segments très spécifiques et en particulier tout ce qui est non seulement les drones armés, mais aussi de plus en plus tout ce qui tourne autour de l'intelligence artificielle, l'intégration
de systèmes IA, enfin l'autonomisation des systèmes, là, on n'est plus sur les partenaires occidentaux en particulier, mais en fait, pour des raisons qui s'expliquent en partie par un refus des pays de se positionner sur ces segments. Moi, sur l'exemple des drones armés spécifiquement de, qui ont été vendus aux Émirats, j'ai eu des conversations parfois avec des gens qui étaient dans des compagnies de défense américaines et qui disaient, bah voilà, on a refusé de vendre des drones armés aux pays du Golfe et du coup, ils se sont tournés vers la Chine. Mais oui, mais moi, ce que je demande, c'est qu'est-ce qu'ils en ont fait après? Qu'est-ce qu'ils en ont fait de ces drones, notamment au Yémen et en Libye, enfin, en particulier en Libye, il y a eu au moins un cas d'utilisation qui a été complètement contraire au droit international. Et donc, du coup, ben, en fait, tant mieux que ça n'ait pas été des équipements américains. Et la question est la même pour les équipements européens. D'accord. Deux mots sur l'Iran. N'y a-t-il pas une vraie menace en provenance de l'Iran? Alain Crémieux. Bah, une vraie menace en provenance d'Iran, en fait, bon, si vous regardez les dynamiques de conflictualité dans la région, pendant très longtemps, la région du Golfe, elle se caractérisait par vraiment une dynamique. Il y avait ce triangle de pouvoir. Il y avait Arabie Saoudite, Iran, Irak. Après, l'invasion, enfin, après la deuxième guerre du Golfe, hein, ce qu'on appelle la première guerre du Golfe, j'imagine en 90-91, et plus encore après 2003, il y a eu écroulement total du pôle dans le triangle irakien. Et du coup, effectivement, on était dans cette rivalité saoudo-iranienne. Euh, la vraie menace en provenance d'Iran, en fait, je pense qu'il s'agit de la définir parce que aujourd'hui, la menace la plus crédible venant d'Iran, c'est les liens stratégiques qui ont été établis de longue date entre l'Iran et un certain nombre de groupes armés, de partis dans la région qui partagent un certain nombre d'idées et qui s'opposent directement aux intérêts du Golfe. Hein. Je pense notamment aux Houthis au Yémen. En fait, c'est beaucoup plus la force de frappe via proxy qui représente une menace que une menace crédible, à mon sens, d'attaque balistique, par exemple. Je crois moins, alors, je peux me tromper, hein, mais parce que enfin, dans le contexte actuel, on a effectivement entendu l'Iran expliquer que si ces infrastructures, selon quelles infrastructures étaient éventuellement frappées en riposte par Israël, que l'Iran ne, n'hésiterait pas à aller frapper à son tour des infrastructures dans le Golfe. Là, dans ce contexte spécifique, ce qui est en cause, c'est qu'il y a des installations américaines dans le Golfe qui ont été utilisées par les États-Unis quand ils ont riposté vis-à-vis de l'Iran. Donc l'Iran considère que en fait les pays du Golfe sont beaucoup trop alignés, enfin les pays du Golfe, les pays de la péninsule arabique sont beaucoup trop alignés encore vis-à-vis des États-Unis. Que donc si les États-Unis là échouent à convaincre Israël de s'en tenir à des cibles militaires dans le cadre de la riposte que tout le monde attend, et ben que l'Iran pourrait décider d'aller frapper des infrastructures autres que militaires dans la région. Donc ça vient directement contredire ce que je viens de dire. Il y a une rhétorique en tout cas qui consiste à dire que ça reste une possibilité. Néanmoins, aujourd'hui,
À ce jour, en tout cas, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu d'attaque directe d'Iran sur les pays de la péninsule arabique. Il est quand même intéressant que l'Iran continue d'être considéré comme la plus importante menace, alors que c'est l'Irak qui s'était attaqué aux pays du Golfe. Euh, et que oui, encore une fois, en fait, il y a une capacité de nuisance telle avec les groupes alignés sur les idéaux iraniens qu'ils n'ont pas besoin d'attaques conventionnelles. Donc une vraie menace, D'accord. oui, mais pas nécessairement une menace conventionnelle. Et encore que une vraie menace, oui. Là, ces derniers temps, ces dernières années, mais en particulier depuis un an, il y a un sérieux rebattement des cartes en termes de qui est considéré comme la plus importante menace de la région. Et c'est pas l'Iran. Bien, je pense qu'on a épuisé les questions écrites. Écoute, on peut peut-être passer à la clôture. Donc, je vais passer la parole à Jean Amiot, le président de l'AAT, qui va prononcer le mot de clôture. Je vois que tu es là, Jean. Oui, bonjour, bonjour à tous, mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame, pour cette présentation qui est extrêmement riche, très précise et très juste. Et je crois que vous avez abordé l'ensemble des sujets qu'il fallait aborder pour que nous puissions prendre plus conscience de l'ensemble des problématiques liées aux exportations d'armes au Moyen-Orient. Alors, si vous le permettez, pour avoir été un des acteurs de l'exportation du char Leclerc aux Émirats arabes unis, j'aimerais vous donner la position ou l'analyse que j'en ai faite moi. Mon analyse, c'est qu'il y a un pendant Cher Zayed et un après Cher Zayed. Et on a deux EAU totalement différents. Cher Zayed, c'est le peur du peuple. Cher Zayed, c'est l'admirateur de Charles de Gaulle. Et donc, pour Cher Zayed, ce qui était fondamental, c'est que l'indépendance nationale des Émirats arabes unis, qu'il avait fondée, hein, soit reconnue du monde entier. Donc, il lui fallait des armements qui, pour lesquels la nation qui lui vendait le laissait tout à fait dans la liberté d'action et de son indépendance nationale. Il n'a pas voulu d'industrie d'armement à l'époque et toutes les compensations qu'il y a eu ont été pour le peuple. Ça a été des universités, ça a été des hôpitaux. Donc, on était dans une logique extrêmement... C'était un non-aligné. Il ne voulait être ni aligné sur les Américains, ni aligné sur les Russes, et encore moins aligné avec le non-aligné. Donc, même s'il faisait partie de l'équipe des non-alignés, lui, ce qu'il voulait. Quelle était sa menace à l'époque? Il estimait que la prochaine guerre allait être la guerre entre l'Inde et le Pakistan. Et qu'à cette occasion, l'Iran et l'Arabie saoudite allaient chacun vouloir se montrer comme le pays leader de l'islam. Et quand il regardait où était son pays, quand il regardait la population de son pays, il se disait, eh bien moi, les deux, je vais les avoir de suite. Donc j'ai besoin d'un matériel qui soit très performant. Il avait la fierté, vous avez bien précisé, cette fierté que l'on retrouve dans le Moyen-Orient. Et il voulait un char à lui, mais il n'avait pas le temps de faire développer un char à lui. Et donc, il a regardé le dernier char qui venait d'être produit, hein, qui conçu, le char Leclerc, mais il en a fait un char à lui, parce qu'il n'a pas voulu la version française, mais il a demandé à ce qu'il y ait une version spécifique pour lui. Donc, vous voyez, j'ai retrouvé dans votre présentation tout ce que j'ai pu vivre à ce moment-là auprès de Charles Zayed. Écoutez, je m'arrête là parce que je c'est pas moi le conférencier.
Au contraire, je vous remercie véritablement au nom de nos deux associations pour cet excellent exposé. Merci beaucoup, madame. Merci infiniment.